Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Audience à la primature, le Premier ministre a ce mercredi reçu le haut-commissaire de l'OMVS en séjour de travail en Guinée. Les discussions ont porté sur les questions de sécurité, de coopération et d'intégration socio-économique dans la région. Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 5 années après la mise en œuvre du projet de développement de la pisciculture commerciale familiale. L'Agence nationale de l'aquaculture procède à la clôture du dit projet. Les acquis sont partagés avec l'ensemble des parties prenantes. Enfin, le contrat de rénovation du Grand Hôtel de l'Indépendance vient d'être résilié pour faute d'inaction. De nouvelles mesures seront prises pour la relance des travaux. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Dans sa feuille d'audience de ce mercredi, le chef du gouvernement s'est entretenu avec le commissaire de l'OMVS en séjour de travail en Guinée. Les discussions ont porté sur les questions de sécurité, de coopération et d'intégration socio-économique dans la région. Peu après, le Premier ministre a également reçu la première promotion de l'ENA de Guinée. Ces cadres étaient venus lui remettre un mémo assorti des profils des 30 lauréats. Ousmane Bangoura, bureau de presse de la primature. Une mission de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, est en séjour de travail à Conakry. Ce mercredi, elle a échangé avec le Premier ministre Amadou Ouriba, entouré des membres de son cabinet, sur le bon fonctionnement de l'organisation. Les questions de sécurité, de coopération, du développement et d'intégration socio-économique dans la région ont aussi enrichi les discussions. Je lui ai présenté l'état d'avancement des projets de l'organisation, les projets existants, mais également les projets pour lesquels nous sommes en phase de mobilisation des financements. Et l'un des projets les plus importants pour l'organisation dans la région est le projet de Koukountamba, le barrage hydroélectrique de Koukountamba. Donc nous avons fait le point sur l'état d'avancement de la mobilisation de financement sur ces différents projets. Donc le barrage hydraulique de Koukountamba, la navigation, ainsi que Gourbassi et d'autres projets d'organisation. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le chef de gouvernement nous a donné les orientations pour accélérer la mobilisation des financements de ces projets pour le bien des populations de notre région. Peu après, le Premier ministre du gouvernement s'est entretenu avec la première promotion de l'ENA de Guinée. Diplômée en master d'excellence de l'Université de Québec, au nombre de 30, dont 10 femmes reparties entre 8 départements ministériels, ces cadres sont tous de grade maître en administration publique et profil gestionnaire. Ici, le G30, baptisé Mamouna Bangoura, remet officiellement au chef du gouvernement Amadou Ouriba un mémo assorti des profils des 30 lauréats. Nous sommes disposés à accompagner le gouvernement guinéen, le CNRD dans ses vastes réformes, et nous sommes prêts à porter nos contributions pour ce qui est de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le PM nous a écoutés et en tant que dépositaire de l'administration, il a eu à nous donner quelques orientations et il promet au nom du président de la République de nous associer à quelques sujets de réforme qui seront engagés au compte de notre administration. Au sortir de l'audience, les participants font de l'espoir qu'à l'issue de cette rencontre, des pistes de solutions ne sont pas loin d'être trouvées, en vue de renforcer un climat de confiance au sein de l'administration publique. Et puis ce geste humanitaire dans cette édition, la Fondation Makongo Family Charity offre à 6 jeunes Guinéens des bourses d'études en anglais pour le Ghana. Cette action du docteur David Makongo vise à booster la formation de ces jeunes avec l'anglais comme plus-value. C'est également un moyen de faciliter leur employabilité et leur intégration dans le monde des affaires. Bakary Bambakondé nous fait le point. Ils sont 6 jeunes Guinéens à bénéficier du soutien de la Fondation Makongo Family Charity dans son volet formation. Ainsi, ils reçoivent leur bourse d'études pour le Ghana. Cet accompagnement de Dr David Makongo, président de MAFAC, s'inscrit dans le cadre du renforcement des connaissances post-universitaires des bénéficiaires en anglais. L'anglais est vraiment important de nos jours. Partout où vous partez, si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment important. C'est pourquoi Dr David Makongo a jugé nécessaire de
donner des bourses aux jeunes pour aller étudier au Ghana. Et c'est pas seulement ces gens-là, on continuera à le faire, à donner des bourses jeunes, filles et garçons pour aller vraiment améliorer leur anglais et venir servir notre nation qui est la Guinée. L'anglais est de nos jours la langue internationale la plus parlée au monde selon les statistiques. C'est pourquoi beaucoup de multinationales l'ont choisi comme langue de communication interculturelle, mais aussi celle qui permet de faciliter les affaires dans le monde actuel. Je suis ravie de cette bourse. Dans la vie, quand on a quelque chose à faire, il faut se battre pour l'obtenir. C'est pas comme ça on peut gagner et faire du sérieux, surtout les études, avancer dans les études et faire du sérieux. C'est tout ce que je peux leur dire. Grâce à ça, ils peuvent aller de l'avant. Le Premier ministre, chef du gouvernement, félicite et encourage l'idée. Il a aussi invité tous les jeunes du pays à s'investir dans le développement personnel à travers la maîtrise de la langue anglaise et les technologies de l'information et de la communication. Merci à la Fondation d'avoir donné l'opportunité à ces jeunes d'accroître leurs compétences, par conséquent de leur permettre d'envisager un autre avenir professionnel, parce que la maîtrise de la langue anglaise est une opportunité, est une chance pour ceux qui possèdent la langue d'avoir plus de facilité et donc de saisir des opportunités d'emploi, des opportunités d'évolution beaucoup plus aisée. Le séjour linguistique des 6 bénéficiaires au Ghana et celui d'autres jeunes Guinéens déjà sur place suscite de l'espoir au sein des autorités dans le développement du capital humain pour le progrès du pays. Ce mercredi, le président du CNT était sur le site directionnel de Coloma pour faire l'état des lieux de la construction du premier siège de l'Assemblée nationale de Guinée. Dr Dansa Koroma, accompagné du comité de suivi, salue le résultat obtenu par les contractants chinois en si peu de temps. Abdoulaye Diallo. Sous une pluie battante, le président du Conseil national de la transition vient constater des visu l'évolution des travaux de construction du futur siège de l'Assemblée nationale de Guinée. Sur le site, d'un côté, les bâtiments qui servent de base vie, de logement et de bureaux pendant les travaux sont déjà opérationnels, et de l'autre, les machines sont affrétées pour permettre aux ouvriers de travailler. Nous ne pouvons pas être assis dans notre bureau pour savoir ce qui se passe sur le terrain. D'abord, c'est de se mettre dans la même situation que ceux qui auront la lourde responsabilité de faire prospérer ce projet. Et la saison des pluies n'est pas un obstacle à la réalisation des ambitions de développement d'un pays. Par contre, il y a des pays du monde qui cherchent une goutte de pluie par an. Ils ne l'ont pas. Nous avons la pluie au moins 6 mois de l'année. C'était de nous assurer, est-ce que les engagements qu'on a pris pour les conseillers nationaux au nom du peuple de Guinée, est-ce que nous sommes en train de réaliser ces engagements? Le bureau technique de la société Shanghai Baoui et celui chargé de contrôler l'exécution des travaux salue les efforts fournis par la partie guinéenne. Des efforts qui ont permis aux techniciens chinois d'aller vite et bien. À cause de cette visite aussi, de ce courage qu'on les a donné, ils peuvent redoubler beaucoup plus d'efforts pour se poser et faire les choses efficacement. Et plus important, c'était le 16, 8e mois, on a pu recevoir l'électricité de EDG et c'est le même jour qu'on a commencé les travaux au niveau du site principal. Comme ça, l'année prochaine, Inch'Allah, on va pas se mouiller avec l'eau parce qu'on sera déjà dans les buildings là-bas. Donc, ce sera déjà en hauteur, donc on ne pourra pas se mouiller comme ça. Quelques mois après la pose de la première pierre, aujourd'hui, l'espoir est permis. Et pour Dr Dansa Koroma, c'est un rêve qui se matérialise du jour le jour. Je me réjouis qu'en lieu et place d'un terrain complètement colonisé par les mauvaises herbes, on est dans un chantier moderne où les règles de sécurité sont en train d'être mises en place et respectées. J'ai transmis à la partie chinoise aussi les encouragements du président de la République et le Premier ministre, le ministre de la Coopération. Ce n'est pas l'effort du CNT seul, c'est l'effort d'abord, la volonté et le leadership du président de la République qui nous a permis d'arriver là. Les parties guinéennes et chinoises s'engagent à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet de construction du palais de l'Assemblée nationale avant septembre 2025.
Le ministre de l'Information et de la Communication multiplie les actions pour davantage améliorer l'environnement du travail dans le secteur des médias. Fana Souma a ce mercredi reçu en audience les membres du bureau exécutif de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Les membres récemment élus ont été présentés à la tutelle. Les difficultés liées à l'exercice du métier ont aussi été abordées. Le président de l'URTELGUI est au micro de Mamadi Terna Kemsoko. On a jugé nécessaire de rencontrer le ministre de l'Information et de la Communication, qui est quand même notre ministre de tutelle, et le ministère est notre ministère de tutelle. Et il vous souviendra que la semaine dernière, nous étions à la Haute Autorité de la Communication dans le même cadre, présenter le nouveau bureau aux autorités de tutelle et profiter par la même occasion, faire un survol sur l'actualité du monde des médias en général et l'audiovisuel en particulier. Donc c'est la même situation qui nous a envoyé ici. Donc le ministre nous a très bien reçus avec son cabinet. Nous avons évoqué beaucoup de sujets et il faut reconnaître que nous ressortons de cette réunion très réconfortés par justement sa teneur, mais aussi les résolutions qui y ont été adoptées par l'ensemble des participants. Donc c'est ce qui nous a amené justement à porter nos différentes préoccupations du moment à notre ministre. Vous le savez, il y a la situation bien évidemment des médias dont les agréments sont retirés récemment. Donc cette actualité a été évoquée par le bureau de l'URTELGUI et le ministre sans ambages dans une atmosphère bon enfant et en toute transparence. Nous avons évacué la question. Les gens et les uns et les autres ont posé des préoccupations qui ont été répondues par monsieur le ministre. Et à ce titre, il y a un travail qui va être fait et qui va d'ailleurs continuer parce que le travail a déjà commencé. Donc ce travail va continuer, celui qui consiste justement à aller vers la résolution pacifique de cette crise. Et pour maintenir l'élan de renforcement des capacités opérationnelles des forces armées guinéennes, la réunion préliminaire sur les préparatifs de la campagne de Sopara exercice 2024 s'est tenue ce matin au bataillon autonome des troupes aéroportées Bata. Les unités d'élite, les écoles militaires et le GIGN de la gendarmerie nationale seront tous conviés à cette opération. Sorongoni, situé dans la 3e région militaire de Kankan, est le site retenu pour abriter la campagne. Adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. 24 heures après leur arrivée sur le sol guinéen, la première brigade d'infanterie parachutiste de l'armée royale marocaine échange avec les autorités militaires. En ligne de mur, l'organisation de la 5e campagne de Sopara dans la 3e région militaire de Kankan. Nous sommes ici ce matin avec les partenaires marocains qui nous ont toujours assistés dans les préparatifs et dans la concrétisation de nos exercices de Sopara. On ne peut pas se transporter comme ça à Sorongoni, à Kankan, pour dire oui, on peut faire les choses. C'est pourquoi on a préféré qu'on ait une réunion préliminaire pour pouvoir camper la situation, pour la mise en place de l'expertise des techniciens. Parce que c'est des techniciens qui vont travailler sur le terrain pour nous dire oui, effectivement, ce site-là peut être retenu pour l'exercice. Au cours de cette rencontre, les experts militaires des partis ont abordé les points comme l'évaluation du terrain, l'étude de faisabilité, les ateliers, le calendrier et les installations. La délocalisation de l'opération cette année dans la savane guinéenne va contribuer à renforcer davantage les capacités des forces armées guinéennes. Nous avons remercié nos autorités en augmentation d'abord en nombre, en faisant profiter les hommes. Ensuite, le déplacement de ces campagnes de show dans la capitale et en l'envoyant dans la 3e région militaire. Car le constat est que ce genre de formation ne peut pas passer seulement dans la capitale. Donc il est lié aussi d'élargir certaines formations aussi dans nos différentes garnisons militaires. Pour s'assurer du choix du terrain, une mission mixte guinéo-marocaine effectuera le déplacement sur le site pour reconnaissance avant sa validation par les deux parties.
Coopération commerciale, les bases sont lancées entre la Guinée et la République démocratique du Congo. Le ministre congolais en charge du commerce extérieur et le nouvel ambassadeur guinéen ont eu des échanges directs sur le sujet. Tous ont manifesté la volonté commune de relancer les échanges commerciaux. Pour vous, cet extrait de l'ambassadeur Sékou Camara. Regardez. C'est une suite de l'offensive diplomatique que j'ai entamée depuis un certain moment avec mon équipe à l'ambassade pour impulser un certain dynamisme aux relations séculaires d'amitié et de coopération qui existent entre la République de Guinée et la République démocratique du Congo, avec une emphase particulière sur les échanges commerciaux, conformément aux instructions et aux orientations de chefs d'État, le général Mamadi Doumbouya et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, comme vous le savez, la Guinée et la RDC entretiennent des relations historiques qui datent des années des indépendances. Ahmed Sékou Touré, Mobutu, et bien avant Mobutu, le premier ministre Patrice Lumumba étaient des bons amis. Donc, nous devons alors, en tant que nouvelle génération, prendre le flambeau, revivre encore et redynamiser ces relations encore qui existaient, ces belles relations, dans un élan bien sûr panafricain pour l'intérêt supérieur des deux nations et des peuples. Donc nous avons discuté de plusieurs questions. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de renforcer notre coopération et partenariat stratégique, surtout dans le domaine commercial. Nous avons également évoqué la nécessité d'avoir des cadres juridiques qui nous permettent vraiment d'améliorer cette coopération commerciale. Et disons que la question des épaves en rade est une préoccupation majeure des acteurs de la chaîne logistique de la sécurité maritime. Une réunion d'urgence les a réunis pour trouver une solution rapide à la problématique. Il s'agit entre autres de trouver un moyen pour dégager les épaves dans les zones de mouillage des côtes maritimes guinéennes. Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. Des navires stationnés depuis un moment en rade et autour des îles de l'Os. La présence de ces épaves sur les différentes zones proches du chenal d'accès du port autonome de Conakry est un risque pour la sécurité de la navigation maritime, mais également pour l'environnement marin. Mais à qui appartiennent ces épaves ? Les acteurs impliqués dans la sécurité maritime tentent de répondre à cette problématique et résoudre un certain nombre de problèmes au niveau des côtes maritimes au cours de cette réunion d'urgence. Comme vous le savez, à cette période de saison pluvieuse, nous avons souvent des problèmes concernant les navires mouillés à la rade qui lâchent leur ancre et qui dérivent vers la côte. En 72 heures, on a eu plus de 3 navires qui ont dérivé, un qui a coulé et 2 qui sont en train encore de flotter à côté de nos murs. Donc il fallait prendre les dispositions nécessaires pour évacuer ces navires et chercher une nouvelle zone de mouillage pour garder ces navires en sécurité, pour éviter la répétition de ces incidents qui mettent en danger la sécurité de la navigation et voire même aux citoyens qui se trouvent dans les différents débarcadères. Cette préoccupation majeure des acteurs de la chaîne logistique maritime doit aider à trouver des solutions urgentes pour dégager les épaves dans les zones de mouillage des côtes maritimes guinéennes. Toutes les options possibles sont envisagées pour permettre aux parties prenantes de prévenir rapidement des menaces à la sûreté maritime. Si un navire ne dispose pas de licence de pêche, il n'a pas le droit de rester dans nos eaux, il doit être loin parce qu'il constitue un danger, un risque inutile qu'il faut circonscrire. Ce travail, nous le faisons avec nos collègues de la pêche. Nous avons tenu plusieurs réunions avec eux. Nous avons mis en place un cadre permanent qui consiste donc à faire en sorte que, à chaque fois qu'un navire se trouve dans nos eaux, il doit, avant d'opérer, obtenir une licence de pêche. Les échanges mettent en lumière quelques préoccupations des autorités de la transition, notamment la question de la sûreté dans la mobilité des bateaux qui doit obéir aux exigences du transport maritime et du commerce international.
Deuxième grand titre de cette édition, amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle après 5 ans de mise en œuvre du projet de développement de la pisciculture commerciale familiale en Guinée. Le ministère de la Pêche, à travers l'Agence nationale de l'aquaculture, procède à la clôture du dit projet. L'idée est de partager les principales réalisations avec l'ensemble des parties, aussi réfléchir sur la pérennisation des acquis du projet. Reportage Algassi Mouba, Sekou Sissoko. En produisant des poissons par le biais de l'élevage, la pisciculture permet de limiter au maximum la pêche intensive dont souffrent de nombreuses espèces de poissons. Une activité génératrice de revenus qui offre des opportunités de création d'emplois. Sa pratique en Guinée a été une aubaine pour les acteurs de la pêche ici présents pour échanger sur la pérennisation des acquis du projet de développement de la pisciculture commerciale familiale en Guinée. Le projet a pu générer la valeur ajoutée, une valeur ajoutée brute de près de 1 million d'euros, ce qui correspond à 10 milliards de francs guinéens, ce qui constitue une contribution très significative pour l'économie familiale de ces pisciculteurs-là. L'enjeu est de prendre conscience des acquis positifs pour mobiliser l'ensemble des partenaires, mais aussi le secteur privé, en vue d'un passage à l'échelle. L'étude d'impact qui vous sera présentée a par exemple permis de démontrer la valeur ajoutée annuelle générée par un pisciriziculteur, qui était en moyenne de 7 millions de francs guinéens, ce qui a permis un saut qualitatif dans l'amélioration des conditions de vie. À travers le projet de développement de la pisciculture commerciale familiale en Guinée, des tonnes de poissons sont vendues et des milliers de femmes très actives dans la commercialisation sont devenues autonomes. L'aquaculture commerciale prend actuellement de plus en plus de l'envergure dans notre pays. Aujourd'hui, et grâce à ce projet, la République de Guinée dispose d'une expérience réussie de pisciculture familiale grâce à des innovations dans les aménagements de bas-fonds et un accompagnement technique attractif. L'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle passe par le développement de la pisciculture dans les zones rurales. Avec le projet de développement de la pisciculture commerciale familiale en Guinée, plusieurs sites piscicoles sont à date aménagés et empoisonnés. Le dérèglement climatique est une problématique mondiale. À date, l'adaptation reste la principale priorité des pays dits vulnérables. C'est dans cette optique que la Guinée, à travers son projet de 3e communication sur les changements climatiques, finalise différents rapports permettant au secteur comme l'agriculture à mieux s'adapter. Autres détails avec Mamadou Alpha Baldé. Pendant que le réchauffement de la planète engendre des conséquences de plus en plus sévères à travers le monde, l'adaptation des pays jugés plus vulnérables se renforce. La Guinée vient de réaliser une étude pour évaluer la vulnérabilité et les possibilités d'adaptation des secteurs touchés comme l'agriculture, les ressources en eau, la santé ou encore la biodiversité. On propose, si nous prenons par exemple le secteur agricole, parce que par endroit nous constatons la rareté des pluies, donc ce que l'État doit faire c'est d'importer par exemple des semences, les mettre à la disposition des producteurs qui peuvent vraiment, qui sont moins exigeantes en matière d'eau et de température. Donc les espèces culturelles qui peuvent résister au changement de la température et aussi qui sont moins exigeantes en eau. Les résultats des différentes études sont présentés pour examen avant validation devant des représentants de l'ensemble des secteurs concernés par les rapports. La rencontre d'aujourd'hui, vous savez, c'est la 3e communication nationale du changement climatique. Ça va sensibiliser les différentes parties prenantes, notamment les décideurs. Les politiques doivent être informés que les ressources naturelles s'aménuisent. Et aussi, les différents partenaires techniques et financiers doivent savoir que les activités menées dans les pays industrialisés qui entraînent une émission des gaz à effet de serre entraînent des conséquences sur les agriculteurs sous les tropiques. Le projet de la 3e communication nationale sur les changements climatiques entend favoriser une meilleure coordination entre les secteurs vulnérables à travers des stratégies d'adaptation à la hauteur des enjeux de l'heure.
À Cancan, le projet SWED est en marche. 306 espaces sont animés par les femmes mentors pour l'autonomisation d'autres femmes. L'objectif est de contribuer à l'épanouissement de près de 110 000 adolescentes et jeunes filles déscolarisées et non scolarisées dans la région. Abdul Karim Kamara, compte rendu. La région de Cancan face aux enjeux d'une transition démographique, une approche stratégique afin de réduire les inégalités sociales et favoriser le développement durable. Elle porte sur l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques financés par la Banque mondiale. Dans 306 espaces appelés espaces sûrs, les adolescentes et jeunes femmes déscolarisées et non scolarisées sont édifiées sur l'amélioration de leur santé et de leur bien-être, mais aussi comment développer leur savoir-vivre qu'elles utiliseront toute leur vie. Le but exact, c'est sur les jeunes filles. Sur les jeunes filles en les formant d'être leaders. Moi, en tout cas, je trouve le projet spécial intéressant. La tranche d'âge qui constitue ces espaces sûrs est comprise entre 10 et 19 ans. Près de 200 femmes mentors et animatrices sont formées et déployées afin d'exercer une influence positive sur la vie de ces adolescentes et jeunes femmes, à travers elles, sur leur famille et leur communauté. Ces filles et femmes prennent de plus en plus goût aux animations dans ces espaces et les parents sont déjà engagés dans un soutien indéfectible au projet SWED. Quand on dit qu'un pays est développé, c'est que les femmes sont à la base. Nous sommes très très réconfortés pour cette autonomisation. Nous devons être éduquer nos enfants, mais leur montrer le chemin de la réussite. Le constat révèle que ces filles et femmes sont souvent en manque de repères car les plaies de leur passé cicatrisent mal. Par-dessus tout, le projet SWED tient fermement au secret de la confession. Que ces enseignements-là soient apportés à d'autres filles qui n'ont pas eu la chance vraiment de bénéficier les échanges d'idées, mais aussi aux femmes mentors, de tenir secret tous les enseignements, tous les échanges qui sont formulés au niveau de ces espaces sûrs-là. Dans ces espaces sûrs, la mise en œuvre des actions du projet SWED est assurée par l'Alliance guinéenne pour la promotion de la gouvernance et des initiatives locales. Objectif final, développer et promouvoir chez près de 110 000 adolescentes et jeunes femmes des choix et comportements susceptibles de favoriser leur plein épanouissement. Dans la commune de Ratoma, l'organisation au secours des handicapés de Guinée lance un projet de renforcement des capacités des acteurs de lutte. Il porte essentiellement sur l'égalité du genre et l'inclusion des jeunes à mobilité réduite. L'initiative est appréciée par les autorités administratives. Lancé Kamisoko, reportage. En Guinée, l'égalité de genre et l'inclusion des personnes à mobilité réduite ou autres groupes marginalisés constituent encore un défi majeur pour les organismes de défense des droits de l'homme. Dans la commune de Ratoma, l'organisation Secours des handicapés de Guinée lance le processus de renforcement des capacités des acteurs de lutte. Ce renforcement des capacités leur permet d'acquérir en fait des compétences en matière de genre et inclusion et la maîtrise et l'appropriation des défis liés à l'inclusion dans le cadre de leur intervention. C'est une chance aussi pour les jeunes de comprendre réellement ces thématiques, savoir le genre et l'inclusion. Et si nos jeunes aussi ont connaissance de ces notions, c'est en plus, c'est un avantage. Issus des organisations de jeunes et enfants agissant en faveur des groupes marginalisés, ces récipiendaires sont désormais galvanisés plus que jamais dans leur élan de lutte. Je sais que maintenant il faut les inclure dans toutes les activités et actions de la société. Donc il ne faut pas les marginaliser, les discriminer. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a son mot à dire dans la société et dans les actions. Sur une durée de 8 mois, ce projet couvre les régions de Conakry et de Mamou. Il se veut catalyseur d'opportunités d'insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec handicap en République de Guinée. Dans le sud du pays, à Zérékoré, l'inspection régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables lance la campagne de sensibilisation dénommée Vacances sans excision. L'événement est couplé avec la remise des matériels de travail professionnel aux jeunes filles et garçons. Étaient présents le préfet et autres acteurs de la protection des femmes. RTG Forêt, Mohamed Saléoupaï, Mohamed Lamine Diallo. Pour soutenir l'employabilité des jeunes filles et garçons,
Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, offre du matériel de travail aux jeunes de la région administrative de Zérékoré. Destiné à faciliter leur insertion professionnelle, la remise de ces matériels est couplée avec le lancement de la campagne de sensibilisation baptisée « Vacances sans excision ». C'est un sentiment de satisfaction pour moi de voir les enfants de la région administrative de Zérékoré bénéficier des kits qui vont leur permettre vraiment de trouver de l'emploi, être formés dans le but d'atteindre leur objectif, c'est-à-dire travailler pour avoir de l'argent et créer de la famille et créer de la richesse en même temps. La question de violence faite aux femmes et aux filles, et particulièrement les mutilations génitales féminines, est devenue une préoccupation au regard de la détermination des communautés à braver son interdiction. Ce double événement a pour but de doter les bénéficiaires d'outils nécessaires de travail afin de les éloigner des risques d'abus sociaux, honorant de passage l'engagement de la Guinée auprès des instances de défense des droits des enfants. La sensibilisation pour lutte contre l'excision, ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est une tradition aujourd'hui qui infecte les filles et les femmes. L'excision, c'est contre même nos enfants, nos filles et non à leur avantage. C'est pour dire que vraiment je suis très fier de cette rencontre d'aujourd'hui, mais on reste sur la sensibilisation. Dans les communautés, chacun doit prendre ses dispositions par rapport à cette pratique qui n'est pas normale au niveau des communautés. Ils nous ont rassurés. Plus jamais il n'y aura pas l'excision au niveau de la Guinée forestière, particulièrement à Zérékoré. En promouvant l'inclusion et l'égalité des chances, le département de la promotion féminine entend activer ainsi l'action collective en faveur de la protection de cette couche vulnérable. Et pendant ce temps, l'occupation anarchique des emprises reste d'actualité malgré les efforts des autorités. Sur la corniche en face de la morgue d'Ignasdine, par exemple, l'espace devant servir de stationnement pour des véhicules est occupé par les particuliers entre installation de fortune, vente de stupéfiants et dépotoirs sauvages. Le cocktail est regrettable et plonge ainsi les usagers dans des embouteillages à cet endroit très fréquenté. Aboubakar, Ami Kamara, Nafissatou Bangoura, explication. Malgré l'effort des autorités pour lutter contre les encombrants physiques sur les emprises, le combat est loin d'être terminé. Cet espace sur la corniche en face de la morgue Ignasdine, par exemple, est envahi de diverses activités. Une briqueterie, un garage et même un dépotoir d'ordures. Le spectacle se passe des commentaires. Pourtant, ce lieu pouvait être aménagé en parking pour servir de lieu de stationnement à ceux qui viennent à la morgue. Il y a des gens qui ont installé illégalement comme ça là ici. On ne comprend pas. Ça, normalement, c'est pas bon du tout ici. Il fallait faire du parking ici. Là, si quelqu'un vient, il va garer bien. Après, il va serrer le passage. Les gens vont passer librement. Sinon, c'est pas de bon du tout. La présence des cabanes de fortune pour habitation n'offre guère la possibilité aux passants de contempler la mer. Au gouvernorat de Conakry, un projet d'aménagement des lieux serait envisagé. Le gouvernement avait, par le passé, donné un contrat de construction de parking aux alentours de l'hôpital Ignasdine. Mais ils ne sont pas passés derrière. Ils ont fait latéralement, les deux côtés, gauche et droite, et sur la route, sur l'autoroute. Ils ne sont pas intéressés. Mais cette fois-ci, le plan que nous avons, c'est de faire un parking derrière, dégager toutes les baraques qui sont là-bas. Quand la pluie va cesser un peu, nous allons construire le parking. Autre activité illicite pratiquée sur la corniche d'Ignasdine est la vente et la consommation de stupéfiants. Pour s'en assurer, notre équipe de reportage s'est fait passer pour un client à la recherche de drogue appelée couche. Une immersion sous anonymat qui a permis de lever le voile sur ce trafic dangereux qui menace de nombreux jeunes de Conakry. Dans l'actualité toujours, les travaux de la deuxième session du conseil communal se sont tenus à Forêt-Caria. Il était question de réactualiser le programme annuel d'investissement, aussi procéder à l'adoption du budget pour le compte de l'exercice 2024 qui se chiffre à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. Moussa Bangora, Sidiki Sissé.
La commune urbaine de Forêt-Carrière, dans l'élan du renouveau, à la mairie, c'est la deuxième session du conseil communal qui est organisée. Cadres communaux, chefs de quartier et membres de la délégation spéciale échangent sur les difficultés rencontrées pour mieux faire face aux questions de développement. La réactualisation du plan annuel d'investissement a dominé les débats. Nous avons des programmes à mettre à jour. Si les moyens disposés maintenant là, on serait prêt à avancer, disons, très fortement dans le cadre de ce développement aujourd'hui. Nous sommes en train de mobiliser les ressources pour faire face, n'est-ce pas, à nos obligations. Nous avons, n'est-ce pas, des actions de développement programmées. Nous avons une école professionnelle prévue pour sa réalisation. Si cela est terminé, ça peut permettre également l'éducation parfaite de la jeunesse en place. C'est une obligation morale de faire quelque chose pour notre commune. Les recettes qui doivent venir, pas pour utiliser à leur faveur, mais pour utiliser à la faveur de la communauté. Ces discussions ont permis à l'ensemble des participants de procéder au remaniement du budget annuel, exercice 2024. Il se chiffre désormais en dépenses et en recettes à plus de 2 milliards de francs guinéens. Nous sollicitons que cette délégation spéciale accompagne ce budget pour sa réalisation dans les règles de l'art. Nous comptons ici sur l'esprit civique de nos citoyens de la collectivité pour la bonne mobilisation. Parce que si vous comptez réaliser des activités ici, il faut parler d'abord de la mobilisation des recettes. Selon l'équipe dirigeante, ce montant, une fois acquis, sera orienté vers l'achèvement des travaux déjà entrepris. Autre chantier à exécuter, l'entretien des voiries et la réalisation des forages pour la population. Je vous l'annonçais au sommaire, le projet de rénovation et d'extension du Grand Hôtel de l'Indépendance n'a toujours pas démarré. Depuis 5 ans, le contrat a été signé entre la société sud-africaine SNA et le gouvernement. Les autorités ont finalement résilié le contrat pour faute d'inaction. De nouvelles mesures seront prises pour la relance des travaux. Ousmane Ba, Mamadou Dioumaba. Depuis 2019, de l'eau a coulé sous le pont et le bâtiment du Grand Hôtel de l'Indépendance est toujours en ruine. Les autorités sont la fin du jeu de cache-cache. L'heure est à la résiliation du contrat avec la société sud-africaine SNA qui avait promis de respecter son engagement. Un projet qui s'élargissait à l'hôtel Bel Air. Le constat que nous avions à l'époque fait, vous le savez, c'était un constat de désolation, puisqu'il n'y avait aucun début de travaux sur ce site. Pas besoin de rappeler toutes nos tentatives pour ramener le concessionnaire autour de la table en vue de discuter des conditions qui pouvaient permettre donc le redémarrage réel des travaux et le respect des termes de la convention signée entre l'État guinéen et donc cette société SNA en 2019, qui porte donc sur le nouveau hôtel, mais également sur l'hôtel Bel Air du côté de Bofa. Passé toutes ces épreuves, rien n'y fait, pas de début de travaux. Il était donc impératif pour l'État de prendre ses responsabilités, et c'est ce que nous avons fait en passant à la résiliation purement et simplement de la Convention. Un des symboles architecturaux de la Guinée des décennies 80-90, le Grand Hôtel de l'Indépendance est témoin de plusieurs grands événements nationaux et internationaux. Un patrimoine national que les autorités souhaitent rénover. Ce lieu-là a été témoin d'énormes événements, des faits historiques de la République de Guinée. Les faits les plus récents, un des faits les plus récents, c'était l'inauguration de Garafiri. Le feu président Chirac a dormi ici. Il y avait une suite, c'était la suite 918 qu'on a fini par appeler la suite Chirac. Le président Abdou Diouf aussi a dormi ici. Et donc, tous ces éléments-là, tous ces événements-là qui sont passés dans un endroit, on a l'obligation, nous, en tant que ministre en charge du patrimoine, de veiller à la restauration, à la conservation et à la transmission des faits qui sont passés au profit des générations d'aujourd'hui et à venir. Bâti sur une superficie d'1,9 hectare, l'établissement occupe une place de choix dans la presqu'île de Kaloum, avec une vue sur l'océan et les îles de Los. Cette aile est érigée au milieu des années 40 sous l'administration coloniale et s'appelait alors Hôtel de France.
Cette autre, en forme d'éléphant, est construite au début des années 80, ce qui fait de l'établissement un véritable symbole de l'histoire contemporaine de la Guinée. Pour finir, la Fédération guinéenne de tir à l'arc a du 19 au 23 août dernier participé au 14e championnat d'Afrique de tir à l'arc en Côte d'Ivoire après une compétition rude entre 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les archers guinéens rentrent au pays avec 6 médailles, dont une en or. Gabriel Camara, compte rendu. 6 athlètes ont représenté la Guinée au championnat d'Afrique de tir à l'arc en Côte d'Ivoire. Lors de la compétition, les archers guinéens ont montré leur ténacité dans des tirs de 20 à 70 mètres de distance selon les catégories. Après la compétition, les athlètes guinéens rentrent au pays avec 6 médailles, dont une en or. Là, la compétition a été bien passée. Ça n'a pas été facile pour nous. Moi, c'était mieux, mais pour les autres, ça n'a pas été facile. Et la Guinée a pris 9 médailles, une en or, 3 en argent et 5 en bronze. C'est de soutenir les athlètes et puis de nous aider, personnellement, les archers guinéens, de nous aider à avoir des matériels de haut niveau pour préparer des compétitions. Déjà, les athlètes guinéens sont en compétition en Afrique pour se performer, histoire de se positionner pour les JO Los Angeles 2028. Les autorités sportives se réjouissent de la vision des fédérations sportives nationales. Globalement, ce que nous pouvons retenir de la participation de la Guinée au championnat d'Afrique de tir à l'arc qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, vraiment la mission ça a été bien passée. Les athlètes se sont bien comportés. Donc nous remercions vraiment l'État pour avoir vraiment facilité le déplacement de notre délégation. Dans ce résultat satisfaisant, on voit en filigrane l'exploit de Fatoumata Sylla qui a vaillamment défendu son statut de championne d'Afrique en décrochant la médaille d'or sur une distance de 70 mètres. Il est désormais plus que nécessaire de renouveler la bourse de Fatoumata Sylla pour les JO de Los Angeles. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. N'oubliez surtout pas que la Guinée est une terre de richesse et d'opportunités. Bonsoir.